Cette vidéo couvre la première séance de travaux dirigés où on va voir les notions liées à la statique, l'équilibre et certains exemples, comment est-ce qu'on peut venir calculer par exemple les efforts internes dans des treillis, dans des assemblages. Donc le premier exemple que je veux qu'on voit ensemble, c'est un exemple de renversement. Donc on va travailler ici les notions liées à l'équilibre. Donc imaginons, on a ici par exemple la grue qui vient soulever ici un véhicule qui est tombé dans l'eau. On a le poids du véhicule qui est de 12 450 kg, c'est le véhicule qui se retrouve dans l'eau. Le poids de la grue, 19 950 kg. Donc ici, on a la longueur horizontale de déploiement, donc le bras ici qui vient chercher ou qui est soulevé le poids, ça va être 10 mètres. Et on veut venir vérifier deux configurations. Une première où l'espacement entre les pattes est de 7,8 mètres. Un deuxième où l'espacement est de 5 mètres. Donc si on regarde ici la mise en contexte pour la vidéo, il s'agit en fait d'un cas réel où, ici, je coupe le son, on est venu essayer de lever un véhicule à l'aide de la grue. La première grue est tombée dans l'eau. Donc voilà, catastrophe. La personne qui était en charge ici de faire l'opération de levage, d'approuver la levée, mais a échoué. On a un deuxième cas, mais on est venu apporter une deuxième grue qui était plus importante de façon à venir sortir la première voiture de l'eau ainsi que la grue qui était tombée lors de la première opération de sauvetage. Et là, quand il vient le temps de sortir le deuxième camion, mais vous pouvez déjà imaginer qu'est-ce qui va se passer. Eh bien, voilà ce qui est arrivé ici. OK? Donc, on voit ici des problèmes liés à l'équilibre et dû à la stabilité parce que justement, on n'a pas su maintenir notre équilibre statique. Un autre exemple ici qui est moins rigolo parce que c'est vraiment une grande catastrophe. Il y a eu, je crois, plusieurs blessés, sinon plusieurs morts aussi sur ce renversement. On a ici ces panneaux qui sont transportés par les grues que vous voyez ici. Et ou lorsqu'on a de la manipulation, bien justement, vous allez voir, mais comme l'équilibre des forces n'est pas maintenu, la somme des forces n'est pas rendue à zéro, on voit qu'il commence à déjà avoir un basculement de tout l'ensemble, et bien ça conduit à justement le renversement de tout ce qu'on peut voir ici. OK? Donc ça s'en vient. Donc là, on voit là, c'est en train de partir. Et là, voilà, rupture, renversement catastrophique. Donc, on voit qu'est-ce qui peut arriver ici. OK? Donc, ce qu'on va regarder ensemble, c'est comment est-ce qu'on peut éviter ce genre de situation-là en allant étudier de façon quantitative l'équilibre des forces dans un cas de renversement comme celui-ci. Donc, parfait. Donc, on a le diagramme ici qui nous montre on peut avoir un premier cas avec un espacement de 7,78 mètres, un deuxième espacement de 5,33. OK? Donc ici, dans notre cas, on va calculer 7,8 mètres et 5 mètres. Donc, le plan de résolution pour notre problème ici, tout d'abord, on va venir faire un diagramme de corps libre qui représente quelles sont les charges, les forces en jeu dans ce problème-là, que ce soit le poids du véhicule, le poids stabilisateur de la grue elle-même, ainsi que nos réactions d'appui. Ensuite, une fois qu'on a ça, on va venir convertir nos poids en force, parce que là, ici, les masses de la grue et du véhicule sont exprimées en kilogrammes. On va venir, comment est-ce qu'on peut venir transférer ça en newton, de façon toujours travailler en force. Et ensuite, on va venir considérer nos deux cas. Donc, on va utiliser nos équations d'équilibre, sommation des forces, sommation des moments, de façon à regarder quelle est la situation pour notre espace d'empattement de 7,8 mètres et notre deuxième espace d'empattement de 5 mètres. Okay? Donc, voilà mon diagramme de corps libre pour mon cas ici. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon bras ici qui représente la grue ici qui est tendue. Donc, une largeur horizontale de 10 mètres. J'ai le poids du véhicule qui est marqué ici par PV. J'ai ici mes appuis A et B qui représentent les deux appuis de ma grue qui ont une intensité soit de 7,8, soit de 5 mètres. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? J'avais
le poids du véhicule qui vient agir au bout de ce bras de levier, je vais avoir le poids de la grue qui vient agir à la mi-distance entre ces points A et B. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai pas de réaction horizontale, mais j'ai deux réactions verticales, RAY et RBY. Donc, première étape, qu'est-ce qu'on va faire? Comme on l'a dit, on va venir convertir nos poids, qui sont en kilogrammes, en force. Donc, pour ça, on va dire le poids du véhicule, ça va être moins 12 450 kg fois l'accélération gravitationnelle, 9,81 mètres par seconde carré. Ça me donne une force résultante de moins 122 135 newtons. Donc ça, on peut venir résumer ça en moins 122 kN. Et là, je mets une petite flèche juste pour indiquer c'est une flèche qui vient bel et bien vers le bas. Donc le poids de ma grue, ça va être la masse en kilogrammes, moins 19 950 kg fois 9,81 mètres par seconde carré, moins 195 710 newtons. Donc, ça ici, je peux venir dire, ça va être moins 196 kN. Parfait. Deuxième étape, on va regarder notre équilibre pour un espacement de mes pattes à 7,8 mètres. Donc, ici, on peut regarder tout d'abord sommation des forces en X, ça va très rapidement, parce qu'on n'a aucune force en X. Donc, ici, on peut déjà déterminer qu'il n'y a rien ici. On va savoir que toutes nos réactions en X vont être égales à 0. Si je regarde maintenant ma sommation des moments par rapport au point A, donc je choisis ici de faire une sommation des moments par rapport au point A, parce que ça va venir éliminer la réaction RAY, puisque celle-ci n'a aucune excentricité de façon à créer un moment. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir en jeu? Je vais avoir PV, le poids du véhicule, ou plutôt la force liée au poids du véhicule, PG, la force liée au poids propre de la grue, et je vais avoir mon RBY. Donc, si je veux dire un premier moment qui va être le poids du véhicule, donc 122 newtons, fois un bras de levier ici qui est de 10 mètres, moins je dois enlever, retirer la moitié de mon espacement entre mes points A et B. Parce qu'ici, la résultante de ma force est à mi-distance. Je sais que ma distance totale, c'est 7,2. La distance entre le centre de gravité et l'extrémité de la patte, ça va être 7,8 sur 2. Et tout ça, c'est un moment positif parce que le poids du véhicule va venir générer une rotation anti-horaire autour du point A. Ensuite, j'ajoute à ça mon RBY, qui est exprimé ici. Gardez en tête, mes deux réactions qui étaient inconnues, je les ai supposées vers le haut, puisque c'est un inconnu, je les suppose toujours comme étant positifs. Donc, je vais ici RBY pour un bras de levier de 7,8 mètres, moment positif, parce qu'encore une fois, rotation anti-horaire autour du point A. Et ensuite, je vais avoir le poids de ma grue, qui celui-là va être de moins 196 kN fois mon bras de levier ici de 7,8 sur 2. Donc, négatif, parce que produit une rotation horaire autour du point A. Donc, je peux venir isoler mon seul inconnu, mon RBY, qui va être égal à 2,6 kN, donc une réaction vers le haut. Là, ici, vous devez vous poser la question, est-ce qu'en tant qu'ingénieur, je vais accepter d'avoir un objet qui est soulevé avec une force résultante de 2,6 kN? OK? Donc là, le réflexe que vous devez développer, c'est tout de suite de dire non. OK? Donc ça, il faut s'imaginer que si ma réaction ici tombe à 0, ça veut dire que je n'aurai plus aucune réaction sur un de mes deux appuis et je vais avoir un renversement. Okay? Donc, on ne peut jamais travailler avec une marge de sécurité aussi faible. Et ici, dans un cas comme celui-ci, on a enlevé 122 kN, notre marge d'erreur de 2,6 kN, c'est fort probable que même notre estimation pour le poids réel du véhicule ne soit pas à 2,6 kN près. Donc, c'est absolument inacceptable, même avec un cas comme celui-ci, de venir faire un soulèvement. Okay? Parce que la moindre erreur qu'on va faire dans soit la masse de notre grue, les dimensions géométriques ou la masse du véhicule, eh bien ça, facilement, ça va venir dépasser ici notre facteur de sécurité. Ça ne va pas être admissible. Donc, parfait. Donc, on va faire quand même terminer le problème. On va faire une sommation des forces en Y. Donc, on va dire, je vais avoir qu'est-ce qui est en jeu. Je vais avoir mon 2,6 kN, mon RBY. Je vais avoir le poids de la grue qui est de moins 196 kN et je vais avoir le poids de mon véhicule de moins 122 kN. Plus mon RAY qui est ma seule réaction qui est maintenant inconnue. Je peux venir isoler RAY qui va être égal à 315,4 kN, donc vers le haut. Donc, ce que vous voyez ici, c'est que la réaction du côté gauche ici, celle qui est le plus près de ma charge,
vient prendre plus de 99% de la sommation du poids du véhicule puis le poids de la grue. Donc ici, encore une fois, comme je vous disais précédemment, c'est absolument pas une situation qui est acceptable du point de vue de l'ingénierie, juste parce qu'on n'a pas un contrôle absolu sur nos estimations pour que ce soit du côté du poids du véhicule, du poids de la grue ou même des données géométriques qui sont en jeu ici. Donc, très important, vous voyez une situation comme ça, c'est une situation qui n'est pas acceptable. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Si vous voulez avoir 7,8 mètres, on a un espacement ici qui est de 5 mètres. Donc, si on commence en faisant une sommation des moments en Z, donc autour de l'axe Z au point A, même réaction qu'on avait avant, donc le poids du véhicule, mais maintenant, tout ce qui vient changer par rapport au calcul qu'on a fait précédemment, si vous voulez avoir une excentricité de 7,8 mètres, on a une excentricité de 5 mètres. On a le RBY fois maintenant un bras de levier de 5 mètres, moins 196 kN fois 5 mètres sur 2. Donc, mon 196 kN, ça va être mon poids de la grue, fois la moitié de mon espacement entre mes pattes. Je peux venir isoler mon RBY, qui va être égal à moins 85 kN. Donc, qu'est-ce qu'il faut voir ici? Moins 85 kN, ce n'est pas acceptable non plus, parce que ce qu'il faut voir, c'est que nos pneus, ils reposent librement sur le sol. OK? Donc, si je calcule une réaction négative, ça veut dire qu'il faudrait que mon pneu soit ancré sur l'asphalte, de façon à ce que ma grue ne se renverse pas. Comme ce pneu-là n'est pas ancré, en fait, ça, c'est signe que la grue ne maintient pas son équilibre statique. Okay? On va venir qu'avoir un renversement de celle-ci. Donc ici, avoir une valeur de réaction négative pour une partie qui est simplement appuyée, c'est signe qu'on a ici un renversement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va faire une sommation des forces en Y pour trouver mon RAY. Donc, j'ai mon RBY qui ne sera pas égal à moins 85 N. Je vais avoir le poids de la grue, moins 196 kN, moins 122 kN, plus mon RAY. Donc, je peux venir isoler RAY qui va être égal à 318 kN. Donc, ça représente 100% du poids combiné de mon véhicule et de la grue. Donc, on peut voir ici comment est-ce qu'on peut vraiment venir contrôler les notions associées avec l'équilibre et la stabilité des corps, notamment. OK, deuxième exemple maintenant, celui-ci d'un treillis. On peut venir calculer quels sont les efforts axiaux dans chacune des membrures. Donc, on a ici une force de 50 kN qui va agir vers le bas au point E. On a un treillis où chacune des distances ici horizontales va être de 3 mètres. Chacune des distances verticales ici va être de 4 mètres. Okay? Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Le plan de résolution. On va commencer par se faire un diagramme de corps libre global, de façon à venir représenter nos réactions d'appui, donc en X, en Y, par rapport au point A, par rapport au point C. Ensuite, on va utiliser nos équations d'équilibre de façon à calculer numériquement quelles sont ces réactions. Et une fois qu'on aura fait ça, donc j'aurai mes forces en X, Y au point A, forces en X, Y au point C. Je vais venir utiliser la méthode des coupes de façon à venir isoler certains de mes nœuds. Okay? Donc, par exemple, premier cas, le plus facile, je vais venir isoler mon nœud A. Comme ça, j'aurai une seule force en jeu, je vais pouvoir venir calculer ma force en A. Ensuite, qu'est-ce que je vais venir faire? Je vais décider de venir isoler mon nœud en E. Donc, je vais faire deux coupes ici. Une coupe à travers la barre BE, une coupe à travers la barre DE. Je vais venir explicitement représenter mes forces, utiliser l'équation d'équilibre, calculer la force. Ensuite, isoler mon nœud au point C, faire une coupe ici. Je vais venir isoler les forces dans chacun de mes nœuds. Et finalement, je vais venir regarder pour mon ensemble ici. Il va me rester une seule réaction ou une seule effort interne qui est inconnue. Ça va être ma force dans mon segment BD. Je vais venir l'isoler, la calculer à partir de l'équilibre de mes forces. À la fin, une fois que ça va être fait, je vais venir représenter sur un diagramme qui représente ma structure ici, quelle est l'intensité de chacune de mes forces internes et quel est le signe de celle-ci, de façon à venir interpréter lesquelles de ces forces sont en traction, lesquelles de ces forces sont en compression. Donc ici, première étape, on fait notre diagramme de corps libre. Donc on va se dire, parfait, je vais représenter ma géométrie. Donc ici, la distance B et E, c'est 2 fois 3 mètres, donc 6 mètres. J'ai 3 mètres ici. J'ai 4 mètres entre les points D et C de façon verticale. Je viens représenter ma charge externe qui était déjà présentée ici. Je vais présenter mes réactions d'appui. RAX, RAY, RCX, RCY. Donc, première chose que je vais faire, et j'ai aussi ma composante. Donc, si j'ai 3 horizontalement,
j'ai 4 verticalement. Si je fais 3 au carré plus 4 au carré, je vais obtenir la longueur de mon hypoténuse qui est 5. Donc, je sais ici mes composantes de mes orientations de membrure que je vais pouvoir étudier de façon à venir décomposer mes forces. Donc, première chose qu'on va faire, on va utiliser les équations d'équilibre de façon à trouver nos 4 réactions d'appui. Donc, je vais commencer par une sommation des moments au point B par rapport autour de l'axe Z. Okay? Donc, je vais venir faire ça. Donc, ici, en faisant ça, comme j'ai mon segment AB, ici, qui est connecté de façon rotulée à mon point B ici. C'est-à-dire qu'il ne peut y avoir aucun transfert de moment. Comme c'est le cas, ça veut dire qu'il n'y aura que des efforts axiaux dans mon segment AB. Donc, qu'est-ce qu'il y a des efforts qui sont simplement axiaux? Ça veut dire que la force résultante FAB va pointer vers mon EB. Si ma force AB pointe vers mon EB, ça veut dire qu'il n'y aura aucune excentricité de manière à générer un moment. Donc, tout ce qui va venir entrer en jeu dans ma sommation des moments au point B, ça va être ma force RCX, puisque RCY n'a pas d'excentricité non plus, et mon chargement externe de 50 kN. Donc, si on commence, on regarde mon RCX avec un bras de levier de 8 mètres vertical. Donc, c'est un moment qui est positif parce que produit une rotation anti-horaire autour du point B, moins 50 kN, ma charge externe, fois 6 mètres, qui ici, c'est négatif, puisque produit une rotation horaire autour du point B. Donc, je peux venir isoler mon RCX, qui est égal à 37,5 kN. Ici, je le mets vers la droite. Parfait. Sommation des moments au point A autour de l'axe Z, c'est égal à 0. Donc, je vais avoir mon RCY fois un bras de levier de 3 mètres, positif puisque rotation anti-horaire, plus mon 37,5 kN, ça va être mon RCX, fois un bras de levier de 4 mètres, encore une fois, rotation anti-horaire autour du point A, donc positif. Et finalement, ma charge externe, moins 50 kN fois une distance totale de 6 plus 3, donc 9 mètres, négatif parce que le point E produit une rotation anti-horaire autour de mon point A. Donc, je peux venir isoler mon seul inconnu, mon RCY, qui est égal à 100 kN. Donc, maintenant, je vais faire une sommation des forces en X. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir mon RCX, RAX. Donc, mon RCX, j'avais calculé 37,5 kN, positif puisque vers la droite, plus mon RAX qui est ici inconnu, je le pose vers la droite puisque inconnu. Je vais venir isoler mon RAX qui va être moins 37,5 kN, donc une résultante vers la gauche. Donc, si je fais une sommation des forces en Y, positif vers le haut, je vais avoir quoi? Je vais avoir mon RCY, que j'ai déjà calculé, 100 kN, moins ma charge externe de 50 kN, plus mon RAY qui est inconnu. Je vais venir isoler RAY moins 50 kN, donc résultante pas vers le haut ici, mais bien vers le bas. Donc, je vais venir maintenant isoler les efforts au point A. Okay? Donc, je peux faire mon diagramme de corps libre. Ici, qu'est-ce que je vais venir faire? Je sais mes deux composantes sont de 50 verticales, 37,5 horizontales. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Je peux faire une sommation et il y a mon FAB qui est inconnu. Donc, je peux dire, comme je connais les composantes de l'orientation de ma barre, je peux faire une sommation des forces en X et dire que celle-ci est égale à 0. Donc, je vais avoir moins 37,5 kN plus 3 cinquièmes de ma force AB. Donc, ça me permet d'isoler ma force AB. Donc, le 3 cinquièmes, gardez en tête, c'est 3 sur 5, parce que 3, c'est la composante horizontale de l'orientation de ma barre. Parfait. Donc, je peux venir isoler mon FAB, qui est de 62,5 kN. Parfait, donc en traction. Je vais venir isoler maintenant mon nœud E, le nœud E qui est ici. Donc, je vais avoir les deux forces en jeu. Donc, j'isole mon nœud E. J'ai ma force externe de 50 kN. J'ai mes deux forces inconnues, mon FBE et mon FDE. J'ai ma décomposition FDE selon X, FDE selon Y. Okay? Donc, je vais commencer en faisant une sommation des forces en Y est égale à 0. Donc, j'ai encore les mêmes composantes 3, 4, 5 ici pour l'orientation de ma barre. Si je fais une sommation des forces en Y est égale à 0, je vais avoir la composante verticale de FDE, donc FDEY, c'est-à-dire 4 cinquièmes de mon FDE. Donc, moins 4 cinquièmes parce que FDEY va venir pointer vers le bas si je pose celle-ci en traction. Moins 50 kN, ça devrait être égal à 0. Ça me permet d'isoler mon FDE qui va être égal à moins 62,5 kN en compression.
Maintenant, je vais faire une sommation des forces en x qui est égale à 0. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir ma composante F de x, donc 3 cinquièmes fois moins 62,5 kN, que j'avais calculé ici, mon F de x, moins FBE qui est inconnu, c'est tout. Je peux venir isoler mon FBE, 37,5 kN. Parfait. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, on va venir isoler notre nœud C, celui qui est en bas ici. Donc, j'isole mon nœud C. Donc, j'ai au point C mes deux réactions d'appui que j'avais déjà calculées au tout départ, au tout début de mon problème. Je vais commencer en faisant une sommation des forces en... J'ai mes deux forces internes inconnues, mon FBC, FDC. Les deux sont inconnus, donc je les pose comme étant en traction. Et j'ai les mêmes composantes 3, 4, 5 que j'ai depuis le départ. Je vais commencer en faisant une sommation des forces en X est égale à 0. Qu'est-ce qui va venir en jeu? Je vais avoir ma réaction d'appui 37,5 kN plus ma composante horizontale de FDC, c'est-à-dire 3 cinquièmes de FDC, ce qui est mon FDC selon X. Je peux venir isoler FDC, moins 62,5 kN. Donc, ça veut dire, si c'est négatif, ma barre va être en compression plutôt qu'en traction, telle que posée initialement. Ensuite, je vais faire une sommation des forces en Y. Donc, je vais dire j'ai 100 kN, donc la réaction d'appui, plus FBC, plus la composante verticale de FDC, c'est-à-dire 4 cinquièmes de moins 62,5. Donc, je peux venir isoler FBC qui va être égal à moins 50 kN en compression. Maintenant, je vais regarder au nœud B, donc le nœud qui est ici en haut à gauche. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir ici le 62,5 en traction pour mon segment AB. Je vais avoir 50 kN vers le haut, donc en compression pour mon segment BC. Et je vais avoir 37,5 pour mon segment BE. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à calculer? Il me reste à calculer ma force FBD. Et je sais déjà que mes réactions en X et Y sont de 50 vers le bas et 37,5 vers la gauche. Donc, si je fais une sommation des forces en X, ce que je vais avoir? Je vais avoir le moins 37,5 qui est mon RAX, plus 37,5 qui est mon FBE, plus mon FBDX, donc ma décomposition en X de cette composante-là, ça me dit que mon FBX ici doit être égal automatiquement à 0. OK? Pourquoi? Parce que les deux viennent se compenser l'une l'autre. Ça veut dire quoi? Mais si je fais la même chose en Y, je vais avoir le RAY 50 moins 50 mon FBC, ça veut dire que mon FBDY est égal à 0. Comme mes deux composantes FBDY et FBDX, ça veut dire que ma force dans le segment BD est égale à 0. Donc, on va venir reporter toutes les forces qu'on a calculées ici. Donc, on a vu que le tirant ici avait une traction de 62,5, 37,5 en traction ici. On a une compression tout du long d'une membrure ici de 62,5 kN. Et au niveau vertical, on a une compression de 50 kN. Donc, qu'est-ce qu'on va venir faire? On va venir voir maintenant comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème-là à l'aide du logiciel MD. Donc, le logiciel MD Solid est un logiciel qui vient avec le manuel Craig qui est associé au cours. Donc, vous pouvez également directement télécharger ce logiciel-là sur le site Moodle. Donc, ce qu'on veut faire ici, c'est un problème de treillis. Donc, on va aller chercher le module treillis. Donc, ici, on va se créer un nouveau treillis. On doit déterminer quel est l'espacement horizontal de nos nœuds. Donc, ici, on travaille en mètres. Donc, l'espacement horizontal va être de 1. L'espacement vertical va être de 1. On a une distance horizontale. Un instant, j'avais perdu ma souris. Donc, on a un espacement horizontal de 9 mètres. On a un espacement vertical de 8 mètres. Donc, on va dire ici nombre d'espacements horizontaux 9 et on en a 8 au niveau vertical. Parfait, il va venir créer ma grille. Donc, mon premier point est ici à 0,4 mètres. Donc, je vais créer une membrure. Donc, on va faire Create Member, parfait. Et je vais venir cliquer au premier point ici. Et je tasse de 3, je monte de 4. Il s'agit de ma première membrure. Ensuite, j'ai une deuxième membrure verticale de B à C. Donc, je prends ma membrure ici, je clique et je vais ici. Ensuite, je vais avoir une autre membrure qui va passer de C à D. Donc, je vais de 3 unités vers la droite, 4 unités vers le haut. Donc, je passe de 3 vers la droite, 4 vers le haut. J'ai la deuxième qui continue de 3 vers la droite, 4 vers le haut. Parfait. J'ai une membrure qui relie ici et j'ai une membrure qui relie comme ceci. Donc, parfait, j'ai modélisé ici le treillis dont j'avais. Mais là, il n'y a aucune condition d'appui qui a été définie. Donc, je vais venir définir un support.
Donc ici, on va venir bloquer en venant tirer nos réactions d'appui. Donc si j'ai une réaction comme celle-ci, ça permet une force verticale, mais pas de force horizontale. Donc je vais venir mettre une deuxième réaction d'appui, de façon à avoir ce petit triangle qui me dit j'ai deux réactions, une vers le haut, une vers la droite. Même chose ici, je viens bloquer un premier appui, bloquer un deuxième appui. Et tout ce qu'il me reste à faire, appliquer ma force ici. J'avais une force de 50 kN, donc je vais mettre 50, j'entre la charge, parfait, je calcule. Donc on voit, on vient calculer tous les efforts internes. Donc nos réactions d'appui, nos réactions d'appui. Donc ce sont exactement les mêmes valeurs que ce qu'on avait obtenu. Et on regarde les efforts internes, on avait 62,5 kN en traction, 62,5, 37,5, on a bel et bien 37,5. La membrure ici, 62,5 kN, c'est ce qu'on a ici en compression. On a 50 kN en compression, c'est ce qu'on a, et on n'a rien ici. Parfait. Donc voilà comment est-ce qu'on vous pouvez utiliser MD solide de façon à vérifier vos résultats, de façon à explorer d'autres solutions. OK, donc maintenant, on va faire un troisième exemple où on regarde maintenant un assemblage un petit peu plus complexe, où on a cet assemblage de 3 barres avec charge répartie et une certaine particularité où on a un appui ici qui est simplement appuyé, mais pas sur un plan qui est horizontal, sur un plan qui est incliné. OK? Donc, ce qu'on veut faire ici, c'est trouver quels sont les efforts internes, c'est-à-dire les efforts normaux, l'effort tranchant et le moment fléchissant au point G ici. Donc, tout d'abord, mon plan de résolution, on va prendre cet énoncé et transformer ça en un DCL global où je vais pouvoir représenter mes réactions d'appui ainsi que les charges équivalentes en jeu pour remplacer cette charge uniformément répartie. Ensuite, ce qu'on va venir faire, on va venir regarder comment est-ce qu'on peut décomposer ma réaction au point A en composantes horizontales et verticales, qui tient compte du fait que mon plan ici est incliné. Ensuite, on va utiliser l'équilibre de façon à venir quantifier de façon numérique quelles sont mes réactions d'appui au point A et au point E. Et ensuite, je vais venir faire une coupe verticale au point G. Je vais faire un diagramme de corps libre en gardant simplement, je vais couper en G, je vais couper en B ici. Je vais regarder quels sont les efforts en jeu ici, de façon à venir quantifier à partir de mes équations d'équilibre quels sont les efforts axiaux, les efforts de cisaillement et le moment fléchissant. Donc, si on commence en faisant notre diagramme de corps libre global, donc on peut venir remplacer cette charge répartie par une charge ponctuelle équivalente. Donc, la charge ponctuelle va agir à mi-portée, c'est-à-dire à 3 mètres de part et d'autre, puisque c'est au centre. Et la charge équivalente, ici j'ai une charge répartie de 10 kN par mètre, fois une longueur de 6 mètres, ça va me donner une résultante de 60 kN. Donc, j'ai mes réactions au point E, REX, REY, et la particularité, j'ai deux réactions ici au point A, RAX, RAY. Mais on sait, dû à l'orientation de mon plan incliné, que la résultante de cette force-là doit être perpendiculaire à ma surface d'appui. Okay? C'est-à-dire que la résultante doit être perpendiculaire à ce plan incliné à 60 degrés. Ça veut dire que j'aurai un angle de 30 degrés ici par rapport à l'horizontale. C'est de la même façon, par complémentarité, si on prend un angle droit ici, j'ai 60 degrés, ce qui va me rester, ça va être 30 degrés. Parfait. Donc maintenant j'ai ça, on peut travailler sur la décomposition de ma force RA. Donc RAX, ça va être RA cosinus de 30 degrés. Rappelez-vous, cosinus de 30 degrés, ça va être adjacent sur hypoténuse. Donc ça nous permet de dire, bon, la composante X, ça va être RA fois cos de 30 degrés. Donc ça me donne 0,87 RA. Mon RAY, ça va être RA sinus de 30 degrés, parce que sinus, c'est opposé sur hypoténuse. Donc ça me donne 0,5 fois RA. Donc maintenant, donc je ne peux pas calculer tout de suite mes valeurs numériques tant que je n'ai pas calculé quelles sont mes réactions RA. Okay? Je sais quelle est la composante de RA qui va en X, qui va en Y, mais je n'ai pas encore la magnitude de RA. Pour trouver ça, j'ai besoin de mes équations d'équilibre. Donc, je vais commencer en faisant une sommation des moments au point E par rapport autour de l'axe Z. Donc, en faisant ça, je vais venir éliminer deux forces parce que les deux pointent directement sur le point autour duquel je fais mon moment, donc n'ont aucune excentricité. Donc, je vais avoir la charge équivalente ponctuelle, 60 kN fois un bras de levier de 3 mètres,
moins 0,5 fois RA, mon RAY, avec un bras de levier de 6 mètres. Donc, ça va être ici négatif parce qu'il fait une rotation horaire autour du point E, moins 0,87 RA, mon RAX, fois un bras de levier de 6 mètres vertical. Je peux venir isoler RA, qui va être égal ici à 21,9 kN. Donc ici, maintenant que j'ai mon RA, je peux l'entrer ici. Ça va me donner une réaction horizontale pour RAX de 19,1 kN, une réaction verticale de 10,9 kN. Donc maintenant, je vais faire une sommation des forces en X qui doit être égale à 0. Donc qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir mon RAX, donc qui va être ma réaction d'appui ici, plus mon REY. Donc ici, je vais trouver mon REY qui va en fait dans le sens opposé de moins 19 kN, donc plutôt vers la gauche. Ensuite, je vais faire une sommation des forces en Y qui est égale à 0. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir mon 10,9 kN qui est mon RAY, moins 60 kN, plus REY, ce qui me donne que mon REY est égal à 49,1 kN. Donc, parfait, j'ai trouvé toutes mes réactions d'appui. Maintenant, ce que je vais venir faire, je vais me faire un diagramme de corps libre où je vais couper mon segment BD, je vais couper à mon point G. Okay? Donc, je vais utiliser comme la méthode des coupes pour le venir des treillis. Donc, si je fais ce diagramme de corps libre, j'aurai ce que j'ai ici. Donc, maintenant, je vais avoir ma force, je vais venir couper simplement dans mon segment BD, de façon à venir calculer quel va être mon effort interne dans mon segment BD. Donc, j'ai encore mon point jusqu'au point C. Donc, ma charge équivalente de 60 kN que j'ai calculée ici est toujours bonne parce que je n'ai pas coupé mon segment AC. Donc, parfait. Donc, je vais avoir mes efforts de réaction ici, mon RAY, mon RAX qui ont déjà été calculés. J'ai mon RCY, RCX qui sont inconnus, donc je les pose comme étant positifs puisqu'ils sont inconnus. Et j'ai mon FBD, ma force dans mon tirant incliné ici, qui est pour l'instant inconnue, je la pose en traction. Okay? Et je sais que les composants de cette force-là, c'est 3, 4, 5. Okay? Simplement dû à la géométrie ici. J'ai 4 mètres verticales, 3 mètres horizontales, donc je sais que j'aurai 5 sur ma diagonale. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je sais que mon FBDX, ça va être 3 cinquièmes de FBD. Mon FBDY, 4 cinquièmes de FBD. Donc, je peux utiliser ça de façon à faire une sommation des moments au point C autour de l'axe Z. Donc, qu'est-ce que je vais avoir en jeu? Je vais simplement avoir mon 10,9 kN parce qu'ici, mon 19,1 pointe vers le point C, donc il n'y aura aucune excentricité. Mon FCX, FCY, aucune excentricité non plus. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir mon 60 kN fois un bras de levier de 3 mètres, positif puisque rotation anti-horaire, plus ma composante verticale, 4 cinquièmes de FBD, mon FBDY fois un bras de levier de 3 mètres, positif puisque rotation anti-horaire, moins 10,9 fois un bras de levier de 6 mètres, rotation horaire donc négative. Ça me permet d'isoler mon FBD, ici la force dans mon tirant, qui est de moins 47,75 kN. Donc, il va être en compression, okay? Dans la direction opposée que j'avais supposée initialement. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va effectuer notre coupe au point G. Donc, maintenant qu'on a tous les efforts en jeu, c'est-à-dire la réaction en A, la réaction au point B, et je peux couper ici de façon à venir isoler mes efforts N, V et M. Donc, ici, j'ai mon diagramme de corps libre, donc mes points A, B et G. Donc, j'ai une nouvelle charge répartie à calculer parce que j'ai plus ma charge totale sur 6 mètres. J'ai maintenant une charge sur 3 plus, quelles sont mes dimensions? 3 plus 1,5 mètres, donc 4,5 mètres. Donc, ma réaction ou ma force équivalente répartie, ça va être 45 kN, soit 10 kN par mètre, fois une longueur de 4,5 mètres. Parfait. Et celle-ci va venir agir à mi-distance, donc à 2,25 mètres de ma coupe G. J'ai mes deux réactions d'appui que j'avais déjà calculées au point A et j'ai ma décomposition en RBX, RBY des efforts internes que j'ai calculés en 4. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Venir représenter de façon explicite mes efforts internes, c'est-à-dire NG, VG et MG, où je pose ces efforts internes-là comme étant positifs. Donc rappelez-vous, notre convention de signe, c'est la suivante. Donc ici, je regarde le côté droit de ma poutre. Okay? Donc on parle d'un effort normal de traction, un effort tranchant qui va pointer vers le bas et une flèche de moment qui va aller vers le haut. Okay? Donc ça, c'est ma convention parce que j'ai fait une coupe et j'ai conservé la partie de gauche.
Donc ensuite, je vais venir faire une sommation des moments au point G, donc autour de l'axe Z, qui devrait être égal à 0. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir mon moment mg, je vais avoir ma force, toutes les forces verticales, donc le 38.2, le 45 et le 10.9. Donc mon moment mg, il était posé comme positif, et ici je le prends comme positif dans ma somme parce que c'est une direction qui va être anti-horaire, plus 45 kN fera un bras de levier de 2,25 mètres, positif puisque rotation anti-horaire autour du point G, moins 10.9 fois un bras de levier de total de 4,5 mètres ici, négatif parce que rotation horaire autour du point G, et finalement le 38.2 fois un bras de levier ici de 1,5 mètres, négatif puisque rotation horaire autour du point G. Donc ça me permet d'isoler mon mg qui est égal à 5.1 kN/m, qui est ici positif, donc j'avais initialement posé dans la bonne direction. Je vais me faire une sommation des forces en X qui est égale à 0. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir mon 19.1 kN, qui est mon RAX, moins mon FBX, qui est ici mon moins 28,65 qui pointe vers la gauche, plus mon NG, j'isole NG, qui est égal à 9,55 kN en traction. Donc, dernière chose qu'il me reste à faire, sommation des forces en Y de façon à déterminer mon effort tranchant. Je vais avoir 10,9 kN plus 38,2 moins 45, ma charge externe, moins VG, mon effort tranchant. Ce qui me permet de dire que par équilibre, mon effort tranchant est égal à 4,1 kN et est positif. Donc voilà, j'ai calculé tout ce dont j'avais besoin ici. On va maintenant regarder à un quatrième exemple. On a une poutre simplement appuyée comme ceci, et on va venir calculer quels sont les efforts internes. Donc, on a une charge ponctuelle de 1 kN au point A, on a une charge répartie qui, au point B, a une magnitude de 1 kN/m, au point C, 2 kN/m. Donc, ma question ici, au point D, quels sont les efforts normaux, les efforts de cisaillement, les efforts tranchants et le moment fléchissant. Donc, mon plan de résolution tout d'abord, c'est de venir remplacer en premier lieu cette charge répartie par des charges ponctuelles équivalentes. Donc, je vais venir décomposer en une partie rectangulaire et une partie triangulaire. Ensuite, je vais venir représenter mon DCL global de façon à venir explicitement montrer mes réactions d'appui. Une fois que je vais faire ça, je vais utiliser mes équations d'équilibre de façon à quantifier ces réactions d'appui. Une fois que j'aurai mes réactions d'appui, je vais faire une coupe à la section D et je vais faire un diagramme de corps libre de façon à venir explicitement représenter quels sont mes efforts internes N, V et D. Une fois qu'on va faire ça, on va devoir également recalculer notre charge équivalente qui ne sera plus la même qu'on avait pour notre DCL global qu'on avait utilisé pour calculer nos réactions d'appui. Rappelez-vous, dès qu'on fait une coupe, il faut recalculer quelles sont nos charges équivalentes. Et finalement, une fois qu'on aura ça, au point D, j'utilise mes équations d'équilibre de façon à trouver M, V et N. Donc, si on commence ici, première étape, on va venir calculer nos charges équivalentes. Donc, on a ici notre charge qui est trapézoïdale, qui va être décomposée ici en une partie triangulaire, donc qui a 0 à l'extrémité et 1 kN au sommet, et une partie rectangulaire qui agit sur toute la longueur avec une charge uniforme de 1 kN par mètre. Donc ici, on peut dire que la résultante pour ma charge triangulaire, si on commence par la rectangulaire peut-être, donc on va avoir 1 kN par mètre fois une longueur de 2,4 mètres, ça va me donner une résultante de 2,4 kN qui s'applique à mi-portée, c'est-à-dire à 1,5 fois 2,4, 1,2 mètres de mon point B. Ma partie triangulaire, donc je vais avoir 1 kN par mètre fois une longueur de 2,4 mètres, je divise par 2 parce que c'est une charge triangulaire, ça va me donner 1,2 kN vers le bas, donc qui agit aux 2 tiers par rapport au point A, donc ça veut dire 2 tiers de ma longueur, 2 tiers de 2,4 mètres, 1,6 mètres par rapport au point A. Parfait. Donc, deuxième étape, qu'est-ce que je vais faire? Un instant. OK. Donc, deuxième étape, qu'est-ce que je vais venir faire? Je vais venir représenter mon diagramme de corps libre global. OK? Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai mes enseignements A, B, C. Donc, je vais avoir mes
charge externe. J'ai mon 1 kN qui agit au bout de mon porte-à-faux. J'ai ici mon 2,4 kN à 1,2 m de mon appui B. J'ai 1,2 kN qui agit aux 2 tiers de ma portée BC, c'est-à-dire à 1,6 m. Parfait. Donc ici, je vais venir utiliser mes équations d'équilibre de façon à déterminer mes réactions. Donc, je vais avoir la sommation des moments par rapport au point C autour de l'axe Z qui doit être égal à 0. Donc, je vais avoir mon 1 kN fois un bras de levier de 4 mètres, moins RB fois 2,4 mètres, plus mon 2,4 mètres ici, ma première charge équivalente rectangulaire, fois un bras de levier de 1,2 mètres, plus 1,2 kN fois 0,8 mètres. Donc, je peux venir isoler mon RB qui va être égal à 3,27 kN. Je vais faire ensuite une sommation des forces en Y. Je vais avoir mon moins 1 kN et toutes mes réactions verticales. Donc, moins 1 kN, moins 2,4, moins 1,2, plus mon RB qui est égal à 3,27 kN, plus mon RC qui est ici inconnu. Donc, je peux venir isoler RC qui va être égal à 1,33 kN, donc résultante vers le haut. Ensuite, on va venir regarder à une coupe en D où je cherche à trouver mes efforts internes. Donc, voici mon diagramme de corps libre. Donc, j'ai toujours ma force ponctuelle au bout de mon porte-à-faux. J'ai ma réaction d'appui en B que je viens de calculer. Et maintenant, ma charge répartie est coupée à mi-distance. Donc, plutôt qu'avoir une magnitude ici de 2 kN, je vais avoir 1,5. J'aurai toujours 1 kN à la partie gauche. Donc, première chose que je dois faire, je dois venir explicitement représenter mes efforts internes, N, V et M, qui encore une fois, je conserve ma partie gauche de la coupe. Donc, N en traction, mon effort tranchant vers le bas et mon moment fléchissant vers le haut. Donc, première étape, je vais venir remplacer ma charge répartie par des charges ponctuelles équivalentes. Donc, encore une fois, je divise cette charge trapézoïdale en une partie rectangulaire et une partie triangulaire. Donc, la partie rectangulaire a une hauteur de 1 kN/m, ma partie triangulaire de 0,5. Donc, si je peux dire, ça va me faire une charge de 0,3 kN pour ma partie triangulaire, 1,2 pour ma charge rectangulaire, et celle-ci agit à mi-portée, celle-ci agit aux 2 tiers. Donc, si on les calcule ici de façon explicite, ma partie rectangulaire, j'ai 1,1 kN par mètre fois 1,2 mètres. Ça me donne 1,2 kN qui agit vers le bas, donc à une demi de 1,2 mètre. Donc, ça me donne 0,6 mètres. Ma charge triangulaire, donc 0,5 kN fois 1,2 mètres, ça me donne 0,3 kN qui agit encore une fois vers le bas, aux 2 tiers de ma portée, c'est-à-dire à 0,8 mètres. Parfait. Donc, ce que je vais faire, je vais venir faire mon équilibre au point D de façon à trouver mes efforts axiaux, efforts tranchants et moments fléchissants. Donc, je commence en faisant une sommation des moments par rapport au point D autour de l'axe Z, qui devrait être égal à 0. J'ai ma charge externe, 1 kN fois un bras de levier de 2,8 mètres, moins 3,27 fois 1,2 mètres, plus ma charge équivalente rectangulaire, 1,2 kN fois un bras de levier de 0,6 mètres, plus 0,3 kN fois 0,4 mètres. Donc, les deux rotations anti-horaires autour du point D, donc positif. Plus MD qui produit une rotation anti-horaire, donc positif. Ça me permet d'isoler MD, 0,28 kN/m. Positif, puisque ici, bien, il avait été posé positif, puisque on l'avait posé ici, comme du côté droit ici. Donc, le but ici, l'interprétation du signe positif, ce n'est pas nécessairement, comme indiqué ici, par rapport à ce que c'est une rotation anti-horaire. C'est vraiment parce que du côté droit d'une membre recoupée, si la flèche pointe vers le haut comme ceci, ça me donne bel et bien un moment positif. Donc, comme je l'avais initialement posé comme étant positif ici, si j'ai un signe positif, ça veut dire que c'est bel et bien un moment positif qui sera généré. Donc, sommation des forces en Y est égale à 0. Je vais avoir le moins 1 kN plus 3,27 moins le 1,2 kN, la charge équivalente uniforme, moins 0,3, charge équivalente triangulaire, moins VD, mon effort tranchant. Je peux venir isoler VD qui est de 0,76 kN. Positif, dans ce cas-ci, va venir pointer vers le bas. Donc ça veut dire un effort tranchant interne positif puisque je conserve ma partie gauche de ma coupe. Sommation des forces en X, ici il n'y a rien qui agit, donc mon effort normal est égal à 0. Parfait. Donc ici,
avant d'aller plus loin, je voudrais faire juste une petite parenthèse avec vous. Comment est-ce qu'on peut faire pour venir remplacer nos deux charges équivalentes ici par une seule résultante? Okay? Si on veut faire ça, on peut venir représenter notre diagramme ici avec nos deux charges réparties équivalentes et on va venir remplacer ça par une seule charge équivalente. Donc, comment est-ce que je peux faire ça? Simplement en faisant un équilibre des moments. Donc, qu'est-ce que je vais venir dire? Ma force d'équilibre ici, je sais qu'elle va avoir la même magnitude que la somme de mes deux forces, c'est-à-dire 2,4 plus 1,2 kN, donc 3,6 kN. Ensuite, si je fais une sommation des moments au point C autour de l'axe Z, j'aurai 2,4 kN fois 1,2 m, ma charge ici, plus, ici il manque quelque chose, ça va être plus 1,2 kN fois 0,8 m, il manque un signe plus. En fait, ce signe plus-là va ici, moins 3,6 kN fois x. OK? Donc ça, c'est ma charge équivalente à une distance x qui est inconnue du point C. Je peux venir isoler x qui va être de 1,6 kN. Donc ça peut être pertinent certaines fois de venir remplacer plusieurs charges équivalentes comme celle-ci par une seule. Donc, bien évidemment, si on vient remplacer ces deux charges-là par une charge équivalente, la direction d'application de la force va venir vers le bas, donc dans la même direction que la somme de ces deux forces suivantes. Donc, la dernière chose qu'on va voir ensemble, c'est comment est-ce qu'on peut attaquer ce problème-là, encore une fois, avec le logiciel MD Solid qui est à votre disposition. Donc, on va revenir ici et maintenant, on va venir chercher le module qui est les Determinate Beams, qui correspond aux poutres isostatiques. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a une poutre qui est sur deux appuis comme ceci. On a une longueur totale ici de 4 mètres, je crois. Longueur totale de 4 mètres, parfait. Donc, longueur de 4, on choisit nos unités de mètres. J'ai mon support à gauche qui est à 1,6 m de l'origine. Donc, je choisis ici 1,6 m. Mon support de droite est à 4 mètres. Parfait. Entrée. Donc, voilà la disposition. Donc, load. Donc là, j'efface mes charges. Donc, je vais commencer, je vais mettre une charge vers le bas qui est à 0 m. Et sa magnitude, ça va être de 1 kN. Parfait. Donc, je choisis 1 kN. Entrée, j'ai ma charge à mon extrémité. Ensuite, je vais venir mettre une charge répartie vers le bas. Donc, à 1,6 m du départ, j'ai une magnitude de 1 kN. À l'extrémité, j'ai 2 kN. Donc, j'ai 1,6 à l'origine. J'ai 4 à 1,6 m, c'est l'origine. À 4, c'est la fin. Donc, au départ, j'ai 1 kN par mètre. Et à la fin, j'ai 2 kN par mètre. Parfait. J'ai ma charge répartie. Okay? Donc, ici, vous voyez, c'est le diagramme d'effort tranchant et ici le diagramme de moment fléchissant pour venir évaluer quels sont les efforts internes en tout point dans ma poutre. Okay? Là, ici, on ne s'intéresse pas encore à tracer ces diagrammes-là. Ça va venir au prochain cours. Pour l'instant, ce qu'on veut regarder, c'est comment est-ce qu'on peut regarder pour un point donné. Donc, mon point qui m'intéresse, c'est mon point D, qui est à 1,6 plus 1,2 mètres de l'origine, c'est-à-dire à 2,8 mètres. Donc, j'ai entré ici 2,8 mètres. Je viens calculer mon effort tranchant, mon moment. Donc, 0,76, 0,28. Ça correspond 0,28, 0,76, ce qu'on avait calculé. On a également, si on vient ici, les réactions d'appui. Donc, mon AY, 3,27, BY, 1,33. Donc, AY qui est égal à... en fait, ils ont renommé. Donc, 3,27 qui est mon RB et 1,33 en C. Parfait. Donc, c'est tout ce que je voulais voir avec vous pour ce qui est de cette première session de travaux dirigés.